Qu'est-ce qu'une donnée publique? Quelle est la différence entre les données publiques et privées? Pourquoi chaque citoyen est-il concerné? Tout le monde mesure bien aujourd'hui l'importance des données dans l'économie et dans nos vies quotidiennes, mais on a attaché une telle importance aux données personnelles, celles qui décrivent une personne, qu'on a oublié qu'il y a des quantités de données qui ne décrivent pas des personnes et qui sont très importantes. La géographie, la météorologie, le cadastre, le budget de l'État, le trafic automobile, la pollution des sous-sols. Et ces données, elles permettent de créer beaucoup d'activités. Et on parle de données publiques quand elles sont produites par la fonction publique, par l'État, par les collectivités. Et ces données publiques, on comprend de nos jours qu'il faut les faire circuler le plus possible pour qu'elles aient le plus d'usage possible. Et qu'en faisant ça, on peut atteindre trois objectifs. D'abord de transparence, parce que comme ça, l'État rend des comptes, il permet aux gens d'avoir des points de vue, d'analyser, de critiquer. Ensuite, le développement économique, parce que imaginez l'économie française sans l'INSEE, ni l'IGN, ni Météo France, vous voyez qu'elle s'effondre. Et enfin, l'amélioration de l'État lui-même, parce qu'en fait, il y a un gisement incroyable d'usage qu'on peut faire de ces données, si on apprend à s'en servir. Et tant qu'elles sont stérilisées dans les tiroirs des uns et des autres, les autres administrations ne peuvent pas s'en servir et ne peuvent pas faire les services qu'on pourrait imaginer avec ces données. Pourquoi les données sont-elles devenues un enjeu essentiel pour l'État? Les données sont en train de devenir un enjeu essentiel pour l'économie en fait. Si vous regardez bien, par exemple dans vos poches, presque tous les services qu'on a aujourd'hui, ils sont géolocalisés, horodatés, et l'économie est en train de passer sous la coupe des plateformes, de gens qui vous fournissent de l'information géographique, de l'identité numérique, du paiement, mais c'est toujours des données à la fin. L'économie est en train de se plateformiser. Et donc l'État, il est encore assez fort pour devenir plateforme lui-même, donc pour dire je crée l'espace dans lequel on peut innover, et s'il prend soin de le faire, il défend un peu la souveraineté, parce qu'on n'est pas obligé de demander la permission à des entreprises de droit californien, et il recrée de l'espace du commun, c'est-à-dire les gens n'ont pas toujours réfléchi, par exemple, il suffit de réfléchir au cadastre. Les pays qui n'ont pas de cadastre n'ont pas de classe moyenne, parce que les gens qui ont un bout de terre ne peuvent pas aller voir une banque, hypothéquer, emprunter, investir, etc. C'est parce qu'il y a une donnée en partage, parce que tout le monde peut y accéder, parce que les gens peuvent faire des stratégies rationnelles, dialoguer, qu'on crée vraiment de la valeur. Et donc les États doivent recréer cette espèce d'espace du commun dans lequel on peut commercer, on peut entreprendre, on peut innover, sans être sous la dépendance d'une plateforme. Quels sont les grands défis que l'État va devoir relever dans les années à venir? Les années à venir, l'État va devoir relever beaucoup de défis. Donc on part du principe, comme je le disais, que l'économie entière travaille sur des données numériques et que ces données numériques, elles seront ou privées ou collectives. Pour créer un espace d'innovation et d'entreprise qui reste un espace politique et un espace collectif, l'État d'abord, il doit mettre à jour ses données de qualité. Souvent, les administrations, elles font des données pour leurs usages propres sans réfléchir au fait que d'autres auraient besoin d'une colonne de plus, d'une granularité plus fine, d'une meilleure fréquence. D'où la nécessité de penser un service public de la donnée, de penser qu'on fait les données pour ceux qui s'en servent et pas seulement pour nos usages à nous. Pour régler ça, il faudra une gouvernance de la donnée, apprendre à enlever toutes ces chicayas et ces barrières entre administrations. Et puis arrive une deuxième révolution qui va être encore plus importante, qui est l'intelligence artificielle. On a raison de dire, comme le dit le rapport Villani, que l'intelligence artificielle va structurer beaucoup de pratiques, beaucoup de services et une grande partie de l'économie et de la politique. Or, les intelligences artificielles, on ne les programme pas, on les éduque. C'est-à-dire qu'elles voient le monde comme elles l'ont découvert dans les données qu'on leur donne. Et si on ne leur donne pas les données de l'État, qui décrivent au fond comment l'État voit le monde, en France, par exemple, on a des entreprises de taille intermédiaire. Les Américains ne comptent pas les entreprises de taille intermédiaire. En Europe, on considère que la tomate, c'est un fruit, puisque c'est le fruit d'une fleur. Les Américains disent que c'est un légume. Si vous ne leur donnez que des données américaines aux intelligences artificielles, elles vont croire que les tomates, c'est des légumes. Et donc, aujourd'hui, un des grands défis, c'est de savoir aussi si la recherche en intelligence artificielle aura assez d'informations pour voir le monde comme nous, on le voit. Et ce défi-là, il va être compliqué, parce qu'il demandera sans doute qu'on partage toutes les données de l'État, mais peut-être aussi des données d'intérêt général qui sont aujourd'hui dans des entreprises, mais qui sont faites avec nos vies quotidiennes, avec nos existences, et qui au fond appartiennent à la nation et pas seulement à l'entreprise qui les possède.